Et on est de retour pour ce dernier segment pour parler, comme je viens de le mentionner, des Capitals de Washington, des Penguins de Pittsburgh, deux équipes avec des leaders vieillissants qui ont été repêchés il y a pas si loin de 20 ans déjà. On s'approche de là dans le cas de Crosby, Ovechkin, Malkin, entre autres. Tout d'abord, commençons peut-être par Pittsburgh. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut espérer peut-être une coupe cette année, l'année prochaine? Est-ce qu'on peut continuer à garder la fenêtre ouverte? Julien, qu'est-ce que tu penses de la situation des Pingouins actuellement? Les situations sont un peu différentes, dans le sens que Washington a prolongé finalement ses vieux de la vieille, là, si on veut dire. Euh, Tandis que Pittsburgh, il y a Malkin pilotant qui sont agents libres. Euh, euh, Richard Raquel aussi qui vient d'aller chercher via les transactions, qui est agent libre. Il y a Kasperi Kapanen qui est avec restriction. Donc, c'est sûr que les situations ne sont pas les mêmes. Dans le cas de Pittsburgh, honnêtement, c'est sûr qu'il y a des conversations avec les leaders, mais honnêtement, je pense que c'est peut-être le temps de tourner la page, d'amorcer. Le temps de tourner la page. Je vois mal, honnêtement, cette équipe-là a signé tous ces joueurs-là que je viens de nommer. Puis, à chaque année, ils échangent des premiers ou des deuxièmes tours pour aller chercher ces joueurs-là. Fait que là, à un moment donné, la banque de jeunes commence de plus en plus à être faible parce qu'à chaque année, ils s'empêchent de repêcher un gars que dans 2-3 ans, justement, il va venir remplacer. Donc, je pense qu'ils sont allés au bout de la récupération. Cela dit, ils vont quand même avoir gagné 3 Coupes Stanley, ce qui est rendu très difficile de nos jours. C'est pas comme des dynasties dans les années 70, 80, 90. Donc, on peut dire mission accomplie là, pour les Penguins de Pittsburgh, mais à mon avis, moi, j'entendrais un début de quelque chose qui ressemble à une reconstruction. Puis de demander à Sidney Crosby qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut rester pour leader les jeunes ou il veut aller dans une autre équipe? Cela dit, il a déjà dit en entrevue que la seule autre équipe qui accepterait, c'est le Canadien de Montréal. Mais bon, ça aiderait beaucoup Suzuki. Mais pour ce qui est de Washington, tu vois, la réponse est dans les buts, honnêtement. Ils ont perdu Oldby, puis qui n'est plus l'ombre de lui-même, depuis qu'il est parti d'ailleurs. Puis, tu sais, Samsonov, on voyait quand même un bon potentiel. Là. Ça a été un peu plus difficile cette année, puis il a été beaucoup blessé aussi. Mais en fait, Samsonov a été beaucoup blessé dans sa carrière. Vitek Vanacek a eu des flashs l'année passée, il est passé au Kraken, il est revenu. Ouais. Il y a Copley aussi, comme Mané, peut-être qu'il était capable, mais là, il n'y a aucun des trois qui a prouvé qu'il était un gardien de but numéro 1 établi. Donc, ça va peut-être un peu compliquer la tâche de Washington. Clairement, avec le contrat qu'ils viennent de donner, évidemment, ils visent une continuité là, de la fenêtre, mais je ne sais pas s'ils vont être capables de colmater certaines brèches. En défensive aussi, perdre des morceaux. Ils ont perdu Dylan, qui était quand même un défenseur qui était bon défensivement. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont composer avec la suite des choses, avec un plafond qui va rester le même. Ovechkin et Backstrom, ils n'ont pas commandé des salaires moins gros. Là. Mais par contre, leur performance va quand même diminuer au fil des années. Ça, c'est un fait. Là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Kuznetsov. Donc, vraiment, des points d'interrogation côté de Washington, mais je pense que du côté de Pittsburgh, je pense que ce serait une bonne idée. Du côté de Washington, je ne pense pas qu'ils vont essayer de faire une reconstruction avec les contrats qu'ils viennent de signer, par contre. Oui, c'est un bon point. Puis ces deux équipes-là, effectivement, ils ont pas beaucoup de joueurs en bas de 27 ans. Les Capitals, au moins, on a 2 gardiens en bas de 27 ans qui peut-être le potentiel. Samsonov, je sais que c'est difficile pour lui cette année, mais c'est peut-être pas terminé dans son cas, du côté du développement. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là. Nicolas, est-ce que la fenêtre est fermée pour les deux, une des deux équipes? Pas encore, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais prendre un peu la même tangente que Julien dans le sens que les Pingouins, oui, effectivement, vu que les leaders arrivent au bout de leur contrat, c'est un peu différent en ce moment que ce que Washington a. Encore là, on peut être surpris puis on re-signe le temps Malkin cet été et on décide de continuer encore quelques années avec le noyau. Mais je crois pas qu'on en est là du côté de Pittsburgh.
Washington, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même certains joueurs, oui, qui sont rendus plus vieux, mais qui peuvent encore être échangés parce que ce pas des contrats trop dommageables pour d'autres formations. Donc, on peut peut-être se rajeunir un peu avec ça. C'est sûr, exemple, un TJ Oshie qui reste 3 ans de contrat et qui a déjà 35 ans, c'est plus difficile à transiger, mais on a quand même des Tom Wilson à la limite qui est malgré tout un des joueurs du noyau. On peut avoir des Lars Eller qui c'est pas encore trop dispendieux non plus. On a quand même des joueurs qui coûtent trop cher pour les Capitals vu leur espace salarial actuel. On pourrait peut-être transiger pour aller chercher des plus jeunes, essayer de se partir un autre noyau déjà plus jeune qui va être préparé pour dans peut-être 3, 4, 5 ans, quand les Ovechkin et Kuznetsov seront partis, prendre la relève. Mais on est quand même dans une situation, si on veut, moins dommageable selon moi que Pittsburgh. Encore là, tantôt Julien le disait, Pittsburgh nous surprend chaque année en reconstruisant avec des morceaux qui vont chercher un peu partout. Puis on n'a jamais été très bon à Pittsburgh de toute manière pour repêcher avec les choix de première ronde, à part si on est dans le top 5. Donc on profite de ce moment-là pour échanger des choix qui ont de la valeur contre d'autres éléments des actifs. Et on transforme des joueurs de deuxième ou troisième ronde en très bons joueurs comme Jake Gensel, par exemple. Donc, je dirais, c'est pas non plus. Je pense qu'on peut être surpris par Pittsburgh à la rapidité à laquelle ils peuvent se relancer, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus près d'une reconstruction que Washington l'est en ce moment. Oui, bon point. Bon point. Luc, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quelle des deux équipes qui est moins mal en point, peut-être? Moi, je tiens juste à dire merci beaucoup, Julien. J'ai une tonne de Coldplay dans la tête. Merci beaucoup. When you try your best, but you don't succeed. C'est à peu près le proverbe des Capitals. Mais sérieusement, moi, je pense que c'est les Capitals. Justement parce qu'au niveau du recrutement, au niveau du développement des joueurs, ça semble être beaucoup plus efficace chez les Penguins de Pittsburgh que ce l'est le cas du côté des Capitals de Washington. Où est-ce que là, on va avoir beaucoup de succès avec les choix de premier tour. On va être en mesure d'aller chercher des joueurs sur le marché des transactions. Les Penguins trouvent toujours une façon de sortir un lapin du chapeau. Même quand ils n'ont plus de chapeau dans les mains, ils te sortent un lapin de nulle part. Les Penguins sont une pépinière avec la Ligue américaine, avec les Penguins de Wilkes-Barre. C'est absolument phénoménal à quel point qu'on est en mesure de prendre notre temps. Même si des fois, il y a des années où est-ce qu'on n'est peut-être pas en mesure d'être hyper performant en séries éliminatoires, on laisse les jeunes, on les laisse progresser, on ne leur met pas de pression dessus et on les laisse venir tranquillement. Et c'est pour ça que moi, je pense que les Penguins de Pittsburgh ont peut-être, au niveau de leur structure organisationnelle, beaucoup plus de chances à long terme de rebondir rapidement que les Capitals de voir, ça risque probablement de passer littéralement par un grand ménage du côté des Caps, ce qui est moins le cas avec les Penguins de Pittsburgh. Et ça, vraiment, c'est tout à l'honneur de cette équipe-là. Même si on a un Malkin ou un Kapanen à re-signer cette année, Malkin ne pourra pas hériter d'un salaire de 9,5 millions cette année. Donc, on se donne un peu de marge de manœuvre pour peut-être garder un noyau qui est certes vieillissant ou du moins essayer de rabouter certains éléments qui vont être très intéressants sur le marché des joueurs autonomes sans compensation pour venir peut-être combler certaines lacunes qu'on a, justement parce que notre noyau principal est en train de vieillir, mais en contrepartie, ça va laisser de la place de faire venir des vétérans de 28-29 ans qui vont peut-être être intéressés à venir jouer avec un Crosby, Malkin ou encore le temps. Stéphanie? Je pense que c'est un bon point parce que moi, on parle de la fenêtre. C'est sûr que dans ma tête, je vois Mike Sullivan. C'est un des entraîneurs que j'apprécie le plus. Bon, c'est sûr, des formations professionnelles, on regarde beaucoup les entraîneurs. Mais cette culture-là qui me semble mieux implantée à Pittsburgh, évidemment, le Crosby n'y est pas étranger. Le temps est là depuis plusieurs années. Moi, personnellement, l'an passé, j'ai beaucoup mieux aimé la performance de Pittsburgh en série que celle des Islanders de New York. Je pense que si Tristan Jarry avait eu des séries ne serait-ce que correctes, aurait eu potentiellement une bonne chance de passer. Tristan Jarry n'a pas été bon durant les playoffs l'an dernier, on va se le dire. Souvent, Pittsburgh a eu des meilleurs matchs, plus de chances de marquer de qualité. Je pense vraiment qu'il y aurait pu, du moins dans les 4 premiers matchs, Pittsburgh aurait dû avoir l'ascendant, ce qui n'a pas été le cas. Puis en même temps, on a réitéré la confiance qu'on avait en lui. Puis cette année, on voit la saison. Tristan Jarry connaît une excellente saison. On a eu des moments, évidemment, comme tout gardien un peu plus difficile, mais une très bonne saison. Ils ont confiance en lui. Donc, je pense que leur fenêtre, elle est encore là. Là, je considère qu'elle est plus importante que Washington. Si on avait à mettre un pourcentage de chances de se rendre loin dans les séries,
Je ne parle pas nécessairement de gagner la Coupe Stanley, là, il y a quelques puissances cette année, mais des puissances en même temps qui ont très peu d'expérience en série. Donc, on dit toujours les séries, c'est une autre saison. L'intensité augmente, c'est dur à calculer, mais ça arrive, on le sent. Donc une équipe comme Pittsburgh qui a tellement de millage, c'est sûr que pour moi, une meilleure chance qu'une équipe comme Washington. Entre autres, avec les gardiens, vous en avez parlé, la plupart d'entre vous, vous en avez déjà parlé de l'importance que ça a, mais en même temps, le leadership est reconnu à Pittsburgh depuis des années, et ça, dans les moments importants, ça fait une grosse différence. Ce que, année après année, bon, Washington a quand même fini par gagner la Coupe Stanley, en ayant une des meilleures équipes depuis plusieurs années. Donc, on pourrait dire qu'ils l'ont échappé pendant quelques-unes, alors que, à l'inverse, Pittsburgh ne l'a pas fait. Donc, c'est sûr que dans cette opportunité-là, comme vous, je ne crois pas que Malkin va revenir, mais j'ai la misère à l'imaginer dans une autre équipe. J'imagine plusieurs équipes ont envie que le 71 soit de leur côté. J'ai un peu de misère à l'imaginer dans une autre équipe. Parce que c'est un duo comme indissociable, mais en même temps, on a vu les deux performer en plus dans l'absence d'un et l'autre. Donc, je pense que c'est ça qui fait que Pittsburgh a une culture qui va être plus facile à amener, alors que j'ai l'impression qu'à Washington, c'est Backstrom, quand on atteint 1000 points, 1000 matchs, pardon, c'est parce qu'on a pas mal derrière la cravate. Il nous en reste pas mal moins. On n'arrête pas de se dire qu'Ovechkin va venir par arrêter de scorer des buts. C'est pas arrivé encore. Mais un certain rythme, c'est sûr qu'inévitablement, ça va diminuer. Donc, c'est dur à dire c'est quoi le filon qu'on va garder à Washington, alors que le filon me semble beaucoup plus clair dans une reconstruction à Pittsburgh. Bon, tant qu'à parler de cette division-là, ben, il y a Caroline, les Rangers aussi, Pittsburgh, Washington. Selon vous, petite question rapide pour finir ce segment-là, laquelle de ces équipes-là sera en troisième ronde cette année? Je commence avec toi, Julien. Ça peut être aucune, théoriquement, parce que... Hurricanes, honnêtement. Désolé. Donc, Hurricanes, je trouve que c'est eux qui sont le mieux nantis à toutes les positions. C'est eux qui ont le plus de profondeur, ligne de centre, attaque, défensive et gardien de but. Là, pour moi, c'est un peu niaiseux parce que Toronto l'avait dans leur équipe, ce super bon gardien de but-là qui a toujours été excellent. Mais attendons les séries, par contre. Mm-hmm. Attendons les séries, ouais. Mais tu vois, moi, les performances de Philip Anderson en série ne m'ont pas tant dérangé. Je dirais que l'équipe en avant s'est pas effondrée. Puis à un moment donné, aussi, dans la saison régulière, quand tu reçois 50 shots à tous les soirs, maintenant en série, ça se peut que tu manques de gaz. Je pense qu'il y a tout ça aussi à prendre en considération dans le cas d'Anderson qui recevait, qui avait toujours des soirées qui avaient juste aucun bon sens pendant la saison régulière. Donc, je pense que c'est mieux organisé. Honnêtement, j'adore Brady Shea, j'adore Jacob Slavin, il est excellent. Brett Pesci, c'est vraiment une défensive bien rodée avec D'Angelo. Bon, il y a eu des écarts en glace, mais n'empêche que sa patinoire, pour ses aptitudes, il les a, ça c'est clair. Puis à l'attaque, honnêtement, là, c'est vraiment c'est pacté ça aussi. On parle des Panthers, mais maintenant, c'est quelque chose aussi du côté des Hurricanes. Puis ils ont un super bon gardien de but. Donc, moi, je trouve que c'est l'équipe qui est la plus complète. Rangers, je pense qu'il manque de maturité et de leadership et de défensive. Juste revenir sur Pittsburgh, par exemple, parce que, honnêtement, ils n'ont jamais eu des bons défenseurs. Puis, oui, ils réussissent à rabouter des affaires, mais ils ont toujours overpay leurs défenseurs de 5-6. Dumoulin, c'est un 5-6. Madison, c'est un 5-6. Marino, je ne suis pas convaincu que c'est un top 4 encore. Puis c'est tout. Peterson, c'est un 5-6. Puis c'est tous des défenseurs à 4 millions, 4-5 millions. C'est trop cher à payer pour ce que ça donne. En fait, je trouve comme défenseur, c'est une position que je trouve qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à faire les bons moves. Des fois, puis à l'attaque, je trouve que finalement, ils réussissent à faire les bons moves parce qu'ils ont tellement des bons piliers au centre que ça finit par marcher. Mais du moment où c'est que ces piliers-là vont vraiment comme descendre, je pense que ça va être terminé. Donc, moi, tu vois, je pense que Pittsburgh,
oui, ça a marché depuis quelques années, mais je pense que c'est encore fragile à cause de. Il y a certaines positions de l'équipe qui sont névralgiques. Puis moi, je suis vraiment pas convaincu que Chris Letang va signer là. Puis Chris Letang, cette année, a une de ses meilleures saisons, offensivement et défensivement. Donc, du moment que lui part, moi, à mon avis, le château de cartes s'effondre parce qu'en défense, il y a. À part Chris Letang, je suis même pas sûr d'être capable d'identifier un top 4 dans une équipe comme Tender. Je regarde, mettons, la défense de Tampa Bay. Je regarde les 4 défenseurs que je viens de vous nommer, puis il n'y en a pas un qui joue dans le top 4 à Tampa Bay. Là. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu pour la suite des choses. Parfait, Nicolas? Moi, de mon côté, je vais y aller avec le upset. Donc, aucune des formations de la métropolitaine va passer au 3e tour. J'ai l'impression que ça pourrait être la 4e équipe de la division Atlantique. Puis, encore là, c'est parce que on ne sait pas exactement ça va être qui, mais en ce moment, ça se joue entre les Bruins et le Lightning. Donc, imaginez si le Lightning tombe 4e de l'Atlantique et se retrouve de l'autre côté. Les Hurricanes ne l'auront pas facile au premier tour, là. Même si c'est une excellente équipe, ça, je le donne à Julien. Là. Ça pourrait être intéressant. Puis j'ai hâte de voir si on va rester aussi souvent sur la glace qu'on l'a fait la dernière fois qu'on est allé en Caroline. Mais non, d'après moi, on va avoir une surprise cette année. Puis ça va être 2 équipes de l'Atlantique en finale de l'Est. Luc, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Il voulait juste le penser, pas le dire. Voilà, il fallait que ça arrive au moins une fois par balado. Hein? Mais non, mais Luc, je pense que c'est le premier épisode, puis au début de l'épisode, ça t'arrivait pas. Je sais pas. Puis là, je me suis dit, ça doit être parce que Stéphanie est là, puis là, t'es comme, tu te forces, puis là, t'es comme, OK, il faut que je pense à tout. C'est ça. Mais là, finalement, tu viens de me gâcher ça à la fin de l'épisode. Oui, l'art de décevoir, ça a toujours été l'histoire de ma carrière professionnelle. Fait que c'est bien correct. Wow! Ben voyons donc. Cette biographie, l'art de décevoir. Wow! OK, sérieusement, on va revenir un peu au sujet. Je pense que, imaginez la situation que Caroline ait la chance ou la malchance de reprendre encore une fois le Lightning de Tampa Bay au premier tour. Ça serait de toute beauté. Non, je rigole. Ça serait vraiment pas drôle pour les Hurricanes qui, malgré le retour normal des divisions, seraient encore pognés avec le Lightning dans leurs jambes. Moi, je vais vous dire une chose. S'il y a une équipe que je me méfie, oui, le Lightning, mais que tout le monde ne pense pas vraiment, les Bruins de Boston. Ouais. Cette équipe-là a énormément d'expérience en séries éliminatoires. L'an passé, il en manquait pas gros. Ça a passé bien près que ce soit eux qui affrontent le Lightning en finale de la Prince de Galles. Donc, moi, personnellement, s'il y a une équipe qui peut faire des dommages autres que Tampa Bay, c'est les Bruins de Boston, que si je suis une équipe de la métropolitaine, je ne veux absolument pas tomber sur cette équipe-là. Et je vais vous dire de quoi. Je vais y aller avec une prédiction audacieuse. Les Islanders vont faire les séries éliminatoires à la place des Capitals de Washington. Ça, c'est audacieux. C'est audacieux. Ouais. Cette équipe-là s'est replacée en deuxième moitié de saison. Les Caps, c'est difficile depuis le mois de février. J'ai comme l'impression que Barry Trotz a réussi à souder ses troupes, peut-être trop tard, mais je pense sincèrement que les Islanders ont malgré tout une possibilité de faire les séries éliminatoires cette saison. Il manque quand même 11 points. Ouais. C'est quand même beaucoup. 5 matchs peut faire 5 matchs et puis tu peux te revenir dans la course et là, tu augmentes la pression sur ces équipes en avant de toi et tu mets la pression sur les Caps. Et déjà que ça va pas bien devant le filet, on l'a mentionné. Je ne ferme pas la porte à une présence des Islanders en séries éliminatoires. Moi, je ferme la porte. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ils sont trop loin. Si jamais les Islanders s'en vont en série, je t'ajoute un gilet de patinage de vitesse de Marianne Saint-Gelais. D'accord. Bon, ben les paris sont lancés. Stéphanie, de ton côté. Ouais. Ben, dans le fond, tout ce que ça me dit avec toutes les équipes qui sont il y a tellement d'équipes dominantes, c'est que les Maple Leafs ne passeront pas le premier tour encore cette année. C'est sûr. Il y a une chose qui est sûre, c'est ça. C'est quand même ça. Je me dis, bon, je leur souhaite de pas encore. Je crois pas qu'il y avait une possibilité qu'ils prennent les Bruins encore, ce qu'ils ont fait, je pense, 3 années de suite là, avant, à cause du classement, comment il les fait. Ils peuvent encore le faire, Stéphanie. Oui, il y a une petite chance, mais je pense que c'est unlikely, mettons, si je peux me permettre. Là, c'est 93 points. Tampa et Boston ont 93 points. Après ça, tu joues les dés et tu joues au casino. Oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, tu sais, les équipes qui marquent beaucoup de buts dans la saison,
On l'a vu d'ailleurs, Washington, pendant plusieurs années, s'effondrer en première ou en deuxième ronde parce qu'il ne marquait plus autant de buts. Tu sais, une équipe comme Floride qui a 4 points quelques buts par match, c'est énorme. Est-ce que quand les équipes vont resserrer les systèmes, est-ce qu'ils vont être capables, puis est-ce qu'ils vont être capables de gagner des matchs? Puis ils l'ont fait à certains moments cette année. Là, tout le monde aime ça, un 7-6, c'est super. Gary Bettman est hyper content quand ça arrive. Mais en même temps, en série, ça arrive très peu. On le sait, en plus, beaucoup moins de punitions. Donc, c'est sûr que le contexte est important. Donc, moi, j'ai plus confiance en une équipe comme la Caroline pour aller loin qu'une équipe comme la Floride, malgré tout. Très peu d'expérience aussi en série quand même pour la Floride. Donc, je donnerais l'avantage à la Caroline. Puis évidemment, on ne peut pas mettre de côté Tampa Bay. Trop d'expérience. En arrière du banc, John Cooper là, est quand même un magicien là, de l'utilisation de ses trios, des bons matchages, vraiment de travailler avec les forces de tous ces joueurs, là, les rôles qu'ils ont sur leurs unités. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit avantage de ce côté-là pour moi. Tu sais, Stéphanie, tu mets-tu un 2 sur Bobrovsky? Ben, ça a été difficile. Ben, ça a toujours été comme ça. Puis, ouais, Spencer Knight, il va être bon, là. Mais ils mettent le spot, mettons, je sais pas, au troisième match, il dit bon, mais mon petit gars, c'est toi, là. Il peut faire bien, là. Mais c'est difficile le rôle de favori aussi. Tu sais, la pression d'une équipe favorite versus la pression quand justement Bobrovsky a battu presque à lui seul Tampa Bay après l'année record de Tampa Bay en 4. Oui, il y avait beaucoup de Tortorella, oui, les gars ont super bien joué, tout ça, mais Bobrovsky avait été exceptionnel, mais en même temps, il n'y avait aucune pression. Donc, c'est sûr qu'arriver avec un statut de favori, c'est quand même difficile. Puis, il y a beaucoup d'équipes dans plein de catégories, dans plein de secteurs avec le titre de favori, que ça prend plusieurs années à passer cette barrière-là. Puis, Tampa Bay est probablement le meilleur exemple des dernières années. Puis, c'est la même chose dans plein d'autres sports. Là. Les fans de soccer penseront Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mental toughness! La dureté du mental! Merci. Bien dit. Quoi dire de mieux? C'est plate, on n'a pas notre collègue Simon Duclos pour nous parler du Paris Saint-Germain. Oui. C'est son équipe préférée. C'est un gars d'SLB. Puis... Oui. Ben, il nous écoute en ce moment. Je vais recevoir un courriel. Ouais, on va recevoir un courriel demain.